La sorteuse chronique en studio, en compagnie, virtuellement bien sûr, d'un humoriste, podcasteur, ex-actuaire, Pierre-Luc Racine. Pierre-Luc, bienvenue parmi nous. Hey, allô, je suis tellement content de te parler, Vanessa. Ça fait un bout de temps. Oui, quand même. Justement, tu sais, ça a fait depuis l'été. Est-ce qu'il y a des choses qui sont passées pour toi dans les derniers temps qui seraient importantes à savoir? En fait, je suis là pour en parler. En fait, on vient dans votre coin. On s'en vient à Ville-Marie, au Simonac, les 13 et 14 novembre. Le show Drag et Blague s'en vient en ville. C'est vraiment, vraiment cool. Je suis accompagné des deux drag queens, Wendy Warhol et Miss Butterfly. Combinés ensemble, les deux ils ont comme 25 ans de carrière déjà. Et Wow. je fais la première partie. Ça va être vraiment, vraiment cool. Ah ben, écoute, on va en reparler du spectacle parce que je veux vraiment inviter les gens à y aller. Mais étant donné qu'on donne la date de ton spectacle, on sera pas intemporel. On va accuser le fait tout de suite qu'on se parle le 4 novembre, que c'est le lendemain des élections américaines. Je veux absolument t'amener là-dessus parce que tu es un ex-actuaire. C'est vrai. Donc, c'est vrai. un spécialiste de la statistique. Et on a beaucoup parlé dans les dernières heures de la fiabilité des sondages. Et j'ai vraiment envie d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu crois que la fiabilité des sondages est à revoir ou c'est la façon de faire des gens qui font les sondages, leur façon de poser les questions, leur angle? D'après toi, c'est quoi le problème? En fait, il se passe deux choses. Lorsqu'on prend des statistiques sur des variables humaines et leurs opinions, que ce soit politique, sexualité ou choses intimes du genre, on peut difficilement avoir la vraie mesure de leur propre bouche parce que souvent, il y a un biais, il y a une gêne ou il y a une timidité qui fait que les gens ne disent pas toujours la vérité. Ah oui, tu penses que excuse-moi de te couper, mais tu penses vraiment qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise de répondre la vraie réponse, là, qui seraient gênés de dire qu'ils votent pour Trump, par exemple? Je pense que oui, parce que sinon, les sondages seraient plus exacts que ça. Puis aussi, l'autre affaire qu'on peut voir, c'est l'échantillonnage. Une affaire importante vraiment en statistique, c'est d'avoir un échantillon, un, nombreux et deux, diversifié et varié. C'est-à-dire qu'on demande s'il fait frais dehors aux gens à Val-d'Or, puis on demande ça aux gens en Floride, c'est pas la même réponse, même si on prend toute la population. Fait que je pense que ces facteurs-là vraiment à considérer dans les sondages, c'est qui on sonde, puis sur quoi. Puis il faut vraiment qu'il y ait un échantillonnage assez large pour avoir vraiment une bonne photo de ce qui se passe. C'est très intéressant, ça. Puis d'ailleurs, on parle de ton ancienne carrière. Là, on vit des temps incertains, surtout pour les artistes. Est-ce que tu regrettes ta job alimentaire? Non, absolument pas, parce que je préfère être pauvre et heureux qu'avoir de l'argent et être malheureux tous les matins. Fait que, tu sais, c'est sûr que la job d'artiste, c'est un travail précaire. On est des travailleurs autonomes qui essayons de vendre ce que beaucoup de gens considèrent qui devrait être gratuit. Fait qu'il faut trouver des façons de se distinguer, de se démarquer, des propres projets qui continuent de ça. Et ça, en même temps, ça, j'écris pour Urbania, j'écris pour RDS Jeux vidéo, j'écris pour moi-même aussi en général. Je continue des propres projets. Je fais des choses sur Instagram, sur Facebook. Et Trois Bières, mon podcast qui a été nominé 2 fois aux Olivier. On continue aussi. Fait qu'on continue pareil des projets, même si l'argent vient plus difficilement qu'avant. Bien, tu réponds d'avance à mes questions, là, mais écoute, justement, tu es un des artistes pour lesquels je m'inquiète le moins, honnêtement, parce que justement, tu varies énormément les plateformes où tu t'adresses à ton public. Podcasteur à Trois-Bières, c'est pas rien, effectivement, d'être nommé aux Oliviers. Est-ce que tu crois que le podcasting va se développer suffisamment au Québec pour que ça devienne lucratif, pour que les gens choisissent d'en faire carrière? C'est une bonne question. J'aimerais vraiment ça, pour être vraiment honnête. Là, si les gens peuvent venir s'abonner au Patreon de Trois-Bières en ce moment même, je serais pas contre. Et une affaire qui serait fun aussi, c'est d'avoir sur Internet plus de présence de commandites ou commanditaires. Je pense que ça serait bien. Moi, à la base, une affaire que j'aurais aimé, c'est d'avoir du financement externe et non de têter nos propres auditeurs pour des 2 $ par mois. Mais ça serait, moi, mon idéal, ce serait vraiment ça. Ce serait que, tu sais, avec Trois-Bières, on a des chiffres qui dépassent certaines émissions de télévision et certaines émissions de radio, puis on a pareil de la misère à approcher des gens qui disent oui, même si on a les chiffres, les screenshots, parce que c'est comme encore le nouveau média qui est Internet, là. Puis par nouveau, je veux dire que ça depuis 20 ans. Mais c'est ça. Fait que j'aimerais vraiment que ça se développe. Ça serait idéal. Mais on travaille fort, Noé. Puis tu sais, je pense qu'on est de plus en plus à en faire des bons. Puis quand tu fais des bons produits, ben le bouche-à-oreille se fait. Puis je pense que ça va finir par arriver à un moment donné. Tu as un point, ça fait quand même longtemps que ça existe, mais j'ai l'impression qu'en région, c'est peut-être un peu moins développé
sais, j'ai encore des gens qui me demandent c'est quoi un podcast. Le podcast, podcasting, balado, c'est la même chose pour les gens qui mélangeraient. As-tu une explication? Pourquoi que c'est plus les gens des grands centres qui consomment ce type de médias-là? Je vais pas m'avancer là-dessus en tant que gars qui, en ce moment, est sur le plateau de Mont-Royal puis qui veut pas prendre même la seule chance de paraître un petit peu hautain envers les gens qui viennent de votre région. Jamais, là. T'as jamais l'air hautain. Jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que, je sais pas, ça doit être probablement... peut-être que nous, on passe plus de temps en transport en commun, qu'on écoute plus. Peut-être que c'est une question d'habitude de vie aussi. Peut-être qu'on passe peut-être plus de temps seul, dans nos propres apparts, à faire notre propre vaisselle tout seul, ce qui favorise peut-être le temps d'écoute. Tandis que, mettons, il y a des gens qui ont plus de famille, je pense, dans votre coin, il y a plus de gens avec des enfants qui ont une vie chargée, alors que, mettons, tu sais, moi, du monde de mon âge, de 35 ans sans enfants, il y en pleut à Montréal. Je pense que c'est un phénomène qui est un petit peu moins dans votre coin. Fait que peut-être que ça aussi, ça favorise le style de vie, favorise... ou peut-être aussi qu'il n'y a pas de podcast ou de balado qui ont été ciblés envers des gens de votre coin aussi. Tu sais, je pense que s'il y avait comme quelqu'un qui s'y mettait et qui venait solliciter les gens, puis avec vos enjeux, puis qui vous parlait plus à vous plutôt que de parler de Pat Lafontaine, peut-être que ça inciterait des gens à venir télécharger, je pense, peut-être plus de balado. T'as pas tort. Il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Tu disais, bon, t'écris pour Urbania, t'as écrit longtemps pour Yolorama, tu écris de l'humour aussi. Ta plume s'affine avec le temps, mais est-ce que ton œil de lecteur est de plus en plus difficile sur ce que tu lis? Est-ce que tu es plus sévère? C'est qui tes modèles d'écriture en ce moment? C'est drôle. Moi, dans la vie aussi, une affaire que j'aime beaucoup, c'est la lutte. J'aime vraiment la lutte. Oui, c'est vrai. J'ai 11 ans. Puis, un de mes auteurs préférés, il s'appelle Brandon Stroud. C'est un auteur qui écrivait pour Uproxx et qui, malheureusement, est tombé dans on a appris des choses très tristes sur lui. Mais c'est bizarre parce que dans la vie, moi, je lis pas beaucoup de fiction. Tu sais, si, mettons, j'ai des livres ici que j'ai lus, ben ça, c'est... un livre qui ressasse des annonces niaiseuses sur Craigslist. Ici, c'est un livre de gars qui a parlé de comment est-ce que comment est-ce qu'il écrit les Simpsons, ou Planet Funny aussi, de comment est-ce que l'humour a pris la conquête de l'actualité, société, tout ça. Je lis pas beaucoup de fiction, dans le fond. Puis c'est pour ça que je pense que j'écris beaucoup de la non-fiction, puis c'est beaucoup... Je t'explique des choses dans mon stand-up, je t'explique des choses dans mon écriture. J'écris pour Ebania, je te dis pourquoi telle affaire. J'écris pour RDS Jeux vidéo, c'est pourquoi telle affaire. Puis souvent dans mon stand-up, c'est je pense ça, puis voici pourquoi. Parce que je lis beaucoup plus de livres, comme je vais te montrer, par pur hasard. Je ne sais pas plugger là, à t'attendre que tu plugues mes livres. Non, du tout. Mais c'est ça, fait que je pense que mon écriture, elle marche vraiment comme ça. Genre, voici ce que je pense, puis voici pourquoi et mes points. Puis en stand-up, mes points, c'est des punchs. Oui, effectivement. Mais justement, tu écris beaucoup et tu es très, très, très productif sur les réseaux sociaux. C'est rare une journée où tu sors rien. Comment tu vis ça, toi, quand tu... Je te demanderai pas comment tu crées, mais la page blanche, est-ce que c'est un stress quand ça devient ton gagne-pain? Alors, en fait, tu vois, c'est drôle parce que je suis allé à l'école de l'humour et des fois, les gens me demandent pourquoi je suis allé là. Et c'est bien simple, c'est parce que quand j'étais acteur puis que je postais sur Internet puis je postais de temps en temps, je prenais l'inspiration quand elle tombait. C'est comme, souvent je dis, c'est comme quand il pleuvait, je ramassais les gouttelettes. Tandis qu'à cette heure, il faut que j'apprenne à faire pleuvoir. Puis ça, c'est une fois que tu as compris ta propre méthode, de comme qu'est-ce qui marche, comment que tu es stimulé, quelle est la meilleure méthode de travail, quelle est la meilleure affaire pour que tu sortes les meilleures idées ou les choses les plus originales ou que c'est enfin te mettre à l'idée que tu es dans la douche depuis 4 mois, ben quand tu as ces techniques-là puis ces modèles-là enfin d'installer, ben là, ça va vraiment mieux puis c'est plus simple, vraiment, vraiment plus simple. Tu parles de l'école de l'humour, oui, ça t'a amené des outils pour ton écriture. Est-ce que ça t'a amené des outils pour ta vie personnelle, pour qui tu es, en fait? Est-ce que ça t'a aidé à te développer comme humain de passer à l'école de l'humour? C'est sûr que oui, parce que n'importe quelle chose dans la vie que tu fais qui sort de ta zone de confort va te former, que ce soit des échecs ou des succès. Et l'école de l'humour, pour moi, c'était très différent. Parce qu'en tant qu'ancien actuaire, ben moi, avant, quand j'allais à l'école, c'est pour étudier de la science, des mathématiques principalement. Fait que là, avoir des professeurs d'art, en art, c'est vraiment bizarre parce qu'en art, le diplôme, il vaut rien, dans le sens que j'ai pas besoin d'un papier de l'école de l'humour pour faire des bonnes blagues, puis j'ai pas besoin de ce papier-là pour me faire engager où que ce soit. Fait que ça devient très différent parce que c'est très dur à dire si une idée ou une joke est bonne selon un prof parce que
c'est très, très subjectif, l'art. Et ça, c'était vraiment le fun parce que ça t'apprend à réfléchir à, qu'est-ce que tu penses qui te fait rire toi ou qui te touche toi, puis qu'est-ce qui touche les autres ou pas pantoute. Puis des fois, ça m'arrive d'avoir des statuts Facebook que je trouvais super drôles, puis que personne... Et des fois, je fais juste une pensée de même, puis pow, ça devient semi-viral parce que c'est la vie, tu sais. Puis je pense que c'est ça l'art. Essentiellement, c'est sur Instagram, chaque post, chaque publication est une bouteille à la mer, puis peut-être qu'à un moment donné, une va pas dans le vent, puis va se ramasser sur une île très populée et devenir virale. Tu touches un point, c'est difficile quand tu crées un gag qui te fait rire toi, mais qui n'a pas l'effet escompté. As-tu de la difficulté à abandonner ces gags-là? En fait, quand j'ai commencé à écrire, mon style d'humour qui, moi, me fait rire, c'est de l'absurde, puis j'en fais quasiment pas sur scène, parce que je réalise que je maîtrise pas vraiment bien. Fait que, oui, je le maîtrise, mais pas sous forme de stand-up ou sur scène. Je trouve que ça me va pas bien, ça va pas avec mon casting, et je le livre pas de la bonne manière, versus te parler d'un sujet que j'en pense, puis voici pourquoi. Fait que, tu sais, comme mettons, en vieillissant puis avec l'expérience, mais j'apprends comme, OK, ça va être un meilleur sur Facebook, ça va être une meilleure joke sur scène. Celle-là, il n'y a pas tant de likes, mais tu vas voir sur scène, ça va vraiment marcher. Puis puis ça, c'est juste l'expérience qui te le donne. Oui, ben tu parles de ton casting, justement. Et comment tu penses que les gens te perçoivent quand ils entendent parler de Pierre-Luc Racine? Ils pensent à quoi? Je pense pas qu'ils pensent que j'ai de l'air de ce que j'ai de l'air. Parce que, j'en parle dans mon stand-up, mais je suis né en Colombie, à Bogota. Puis je m'appelle Pierre-Luc Racine parce que j'ai été adopté quand j'étais jeune. Fait que c'est comme, je sais que déjà, fait que je peux pas non plus faire semblant que c'est pas là. Puis c'est ça. Puis en général, j'ai un jacket aussi parce que j'essaie de cacher ces trapèzes-là pour paraître... OK, c'est intéressant. Tu dis que j'ai pas l'air de ce que j'ai de l'air. Je prends souvent des questions du public pour mes entrevues. On m'a demandé de te parler de ton tatouage de cougar. Et ça, j'avoue que je pensais vraiment pas que tu avais ça. Vanessa, ça va être une surprise parce que j'ai un numéro là-dessus dans mon show. Fait que si je le montre maintenant, mon tatouage, je peux pas... vous trouverez ça moins drôle. Fait que vous pouvez absolument venir nous voir les 13-14 novembre au Simonac parce que sinon vous le verrez jamais. Puis pour de vrai, j'avais 16 ans dans le temps. Juste dire... C'est une vieille histoire. OK, je pensais que c'était récent, moi. Non, c'est une cochonnerie que j'ai faite dans l'an 2000, là, dans le temps. Là. Fait que faut vraiment venir voir ça parce que je peux pas le montrer maintenant. Je spoilerai la patente. Puis je pense que c'est vraiment drôle. C'est un numéro qui marche tout le temps fort parce que c'est vraiment ridicule. Là. Bien, j'imagine. D'ailleurs, c'était pas du tout prévu là, que je porte mon chandail de tigre. C'est son thématique des gros félins. Je trouve ça tellement comique. Écoute, tu t'en viens à Ville-Marie pour présenter un show de drague et blague. Ça pique énormément ma curiosité, ça. Est-ce que le monde du drag queen puis le monde de l'humour ont le même public? Je pense que oui, parce qu'essentiellement, notre public, c'est du monde qui veut avoir du bon temps. C'est essentiellement ça. Puis avec l'humour puis la drague, c'est deux arts qui te font passer du bon moment. Ça va être vraiment drôle, ça va être le fun. C'est sûr que si tu aimes une des deux disciplines, tu vas aimer l'autre, même si elle s'exprime différemment. Puis que, mettons... c'est sûr qu'il y en a une qui va probablement avoir plus de cabotinage dedans, que l'autre va avoir plus de... C'est un art oral, le stand-up. Fait que c'est comme deux choses où il y a beaucoup, beaucoup de différences, mais en même temps, c'est l'humour, puis c'est connecté avec les gens qui sont dans la salle. Fait que je pense qu'essentiellement, si tu veux juste avoir du bon temps, ce sont deux arts que tu vas vraiment apprécier. Je me demande au niveau du pacing, de l'ordre du show, je veux dire, comment ça se... Comment tu réussis à combiner la drague, la queen, la drague et la queen? Hein, j'en perds mon vocabulaire, là, mais je veux dire, est-ce que il y a une première partie humour, une première partie drague, ou c'est vraiment interrelié dans le show? Tu as deviné dans ma tête, Vanessa, tu as deviné. Je vais faire la première partie en stand-up. Je vais venir vous introduire, vous accueillir, vous dire bonjour. Et après, je vais dire des blagues pendant un certain nombre de temps. Et après, les queens vont venir faire leur show à elles. Comme ça, on a vraiment comme... deux blocs séparés clairs pour les gens aussi, puis ça va être le fun, ça c'est 100% ça. Ben, j'en doute pas 2 secondes. D'ailleurs, tu disais plus tôt dans le début de l'entrevue que tu adores la lutte. Je sais que tu t'es déjà imaginé un personnage de lutteur. Tu aimes beaucoup les drag queens. Est-ce que tu t'es déjà imaginé en drag? Ben, tu vois, c'est drôle personnage?
C'est drôle parce qu'il y a énormément de points communs entre la lutte et les drag queens, je crois, parce qu'on parle de costumes, on parle d'entrée musicale, on parle de présenter rapidement un personnage, puis voici ce que je veux dire, puis voici ce que je crois, puis qu'est-ce que je suis. Fait que je pense qu'il y a vraiment, tu sais, mettons, moi, mon côté préféré de la lutte, c'est autant les matchs que les entrées de lutteurs qui rentrent, qui se présentent, puis tu vois, bouh, le méchant, tout ça. Ouais. Ouais. Mais j'ai déjà été gérant de lutteur aussi dans le temps à Québec une fois. Là. Je ne savais pas ça. Gérant de lutteur, mais attends, comment c'est venu ça? Oui. Ben écoute, c'est simple. Là, tantôt, je l'ai dit, là, faire mon méchant de Montréal, ça se fait. À Québec, il existe une fédération qui s'appelle la NSPW. Puis là-bas, c'est bien simple, c'est que les Montréalais sont des méchants. Fait qu'ils viennent de Montreal Elite, fait en anglais, le M comme ça. Puis, moi, quand j'y étais, j'étais le gérant de Benjamin Toll, qui est aussi un de mes amis dans la vie. Et moi, mon personnage, pour avoir le plus de haine possible, pour être le plus montréalais, je m'appelais Enrique Bixi. Et t-shirt avec le logo du Ashton dessus, puis un gros X pour faire non, tout ça. Puis c'était vraiment, vraiment le fun. C'est tellement niaiseux. J'adore ça. Écoute, on parle justement du méchant de Montréal, mais là, tu t'en viens à Ville-Marie. C'est quoi ton lien avec l'Abitibi-Témiscamingue? Tu es déjà venu en show dans le coin, toi? Le plus proche que j'ai été, ça a été au Festival de l'humour d'Abitibi-Témiscamingue de Val-d'Or. On est venu faire 3 bières. Là, on a reçu Stéphane Rousseau, qui était super le fun. On a mangé super bien, puis on a bu la bonne bière du protecteur. C'est vraiment nice. Aussi, à 3 bières, mon co-animateur vient de la Sarre. Yannick. Fait que je me fais parler énormément, constamment de l'Abitibi et du Témiscamingue. Puis j'ai vraiment hâte de pouvoir enfin passer 4 jours dans le coin à explorer puis à venir voir le monde enfin. Puis c'est tellement le fun à chaque fois qu'à Val-d'Or, j'ai vraiment trippé. Fait qu'il n'y a pas de raison que Ville-Marie ne soit pas aussi hot que ça. Là. Ah, puis là, Témis, tu vas voir, c'est magnifique. Il y a des trucs, je ne sais pas si tu aimes l'architecture, mais il y a les granges doubles au Témiscamingue. Ça se voit nulle part ailleurs, c'est vraiment génial. Les grandes arches ici à Montréal, c'est comme quand tu vas au McDo, c'est ça qui... Ouais, c'est ça. Non, tu vas être impressionné, je pense. On peut rappeler peut-être, c'est au Simonac? C'est au Simonac que c'est écrit avec un C parce que ça appartient à un brave gaillard qui s'appelle Simon Murray et son Simon, c'est avec un C. Fait que c'est le Simonac. On va être là le 13-14. On fait 4 shows et à l'heure où on se parle, on est le 4 novembre, on a déjà une 15e de billets qui sont partis par show. Il y a du monde qui ont acheté des billets pour les 2 shows parce qu'ils voulaient vraiment... Parce que faut savoir que les queens qui vont être là, les drag queens, elles étaient venues en février dernier, un peu en confinement, puis c'était jam-pack à l'époque, parce qu'ils ont vraiment des bons shows, tout le monde est vraiment hâte. Fait qu'ils ont hâte qu'ils reviennent, puis en plus, je vais être là. Fait que venez, prenez vos billets d'avance, ça va être vraiment, vraiment le fun. Ben, c'est génial, ça. Puis si on veut inviter les gens à tuer ceux qui ne peuvent pas aller à ton spectacle, tu es sur toutes les plateformes. Peut-être, si les gens veulent commencer par te découvrir dans ton univers de Trois-Bières, est-ce que tu as un épisode préféré, une entrevue que tu es vraiment fier d'avoir faite? Ou... moi, je dirais de reculer peut-être dans nos derniers shows live. On fait le show devant public qu'on a fait récemment durant le déconfinement avec Stéphane Fallu et mon nouveau préféré, mais il n'est pas encore disponible. Fait que je vais suggérer celui avant au Festival Comédia avec Jay du Temple. C'était vraiment le fun. Au Comédia, où on a reçu Alex Ruth, c'était vraiment le fun aussi. Devant le public, on a reçu Thomas Levac au Minifest 2 fois. La première fois était particulièrement le fun. Fait qu'on moi, je dirais plus pour ceux devant le public en commençant. OK. Bien, l'invitation est lancée à aller découvrir ça. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Puis, oui, Pierre-Luc Racine, c'est mon nom dans la vraie vie. Et sur Facebook aussi. Fait que tu peux marquer Pierre-Luc Racine sur Facebook. Et sur Instagram, c'est @Pierre-Luc. Je suis le Pierre-Luc d'Instagram. Il n'y en a pas d'autre. Bien, écoute, Pierre-Luc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis bien contente de t'avoir parlé parce qu'on se voit plus bien souvent depuis que je suis partie de Montréal. Donc, très heureuse que tu sois dans mon coin bientôt. Puis, tu viens dans mon émission quand tu veux. Ah, cool. Mais merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Puis j'espère vous voir. Ça fait super plaisir.